TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. L'Union européenne réaffirme son soutien au gouvernement togolais. Elle vient de publier son document conjoint de programmation. Il s'agit d'un schéma directeur des projets que l'Union soutiendra jusqu'en 2027 au Togo. À découvrir dans ce journal. Les acteurs du monde éducatif sont réunis depuis ce matin pour une rencontre d'envergure, la revue du plan sectoriel de l'éducation, la 8e, qui permettra d'asseoir une base éducative encore plus solide au Togo. Les détails à découvrir dans ce journal. Et puis, que retenir des 10 ans d'activité du Conseil de l'Entente? Les ministres des 5 pays membres du Conseil sont à Lomé pour y tabler. Voilà donc pour les titres. C'est parti pour 2027. La nouvelle programmation conjointe de l'Union européenne au Togo est lancée ce mercredi. Elle prend en compte les différents projets prioritaires inscrits dans la feuille de route gouvernementale. Et cette programmation amorce ainsi une nouvelle forme de coopération entre le Togo et l'Union européenne. Voyons cela avec Ekwe Salah. L'Union européenne entame une nouvelle forme de coopération avec le Togo. Les 3 grands domaines d'intervention de l'institution n'ont pas changé, ils sont plutôt renforcés pour répondre aux priorités du pays. Développement humain, inclusion socio-économique, agrobusiness et gestion des ressources notamment. Cette nouvelle programmation de l'Union européenne au Togo couvre la période 2021-2027. Les documents définissent 3 grands secteurs prioritaires de la coopération de l'équipe au Togo. D'abord, le développement humain, et en particulier sur les aspects de l'inclusion socio-économique et de l'accès aux services sociaux de base. Ensuite, l'appui aux agro-industries durables et à la gestion des ressources naturelles pour contribuer à la génération d'emplois et à la lutte contre les changements climatiques. Et l'appui à la consolidation d'une société APC. Accès à l'eau potable, assainissement, énergie, décentralisation, mais aussi droits de l'homme. Des projets qui figurent en bonne place dans cette programmation. Cette coopération conjointe nous engage aussi à poursuivre le dialogue pour que nous soyons en mesure de réunir les meilleures conditions pour la mise en œuvre et le succès de nos projets. La coopération française, je vous l'assure, s'efforcera de répondre dans la mesure de ses moyens au plan d'urgence du gouvernement pour la région des Savanes. Notre contribution actuellement, ça c'est pour une année annoncé 131 millions et on a prévu pour cette année de revenir pour des nouvelles négociations sur la nouvelle étape, bien sûr aussi après, évaluation de ce qu'on a atteint dans cette coopération. Le document présenté ici aux membres du gouvernement est réparti en 2 phases. La première, exécutable jusqu'en 2024 et la seconde phase de 2025 à 2027. Le gouvernement veut en faire un important instrument dans la mise en œuvre de sa feuille de route. La contribution de l'Union européenne pour la première période 2021-2024 jusqu'à la revue à mi-parcours est de 145 millions d'euros, soit une augmentation de 18% par rapport à la programmation précédente sur le 11e FED. À cela s'ajouteront également des allocations sur des enveloppes régionales et thématiques. La prochaine étape consiste à signer les conventions de financement des projets du plan d'action 2021 et d'identifier les projets pour le plan d'action 2022. À cet égard, j'invite tous les acteurs impliqués à prendre les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre rapide des projets en vue de réaliser une bonne performance à la fin de la première phase 2021-2024. Cela permettra à notre pays de bénéficier de plus de ressources pour la seconde phase 2025-2027 pour plus d'impact sur les conditions de vie
de nos populations. Les grandes actions du président de la République, Faure Zinania Singbe, ces dernières années en faveur du développement socio-économique sont unanimement saluées. Les acteurs chargés de l'exécution de la nouvelle programmation de l'Union européenne sont invités à tout jouer pour la mise en œuvre rapide des différents projets qui y sont inscrits. Le gouvernement, lui, rassure quant à leur bon aboutissement. L'Union européenne s'adapte ainsi à la crise sanitaire de l'or pour sa programmation. Le gouvernement togolais le fait également et cela se ressent dans la loi de finances exercice 2022. Quelles opportunités en tirent alors les hommes d'affaires? Ils l'ont découvert au tout premier mercredi de l'entrepreneur de cette année. Le compte rendu avec Marie-Thérèse Nabédé et Esther Laclé. C'est le tout premier rendez-vous de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI avec ces entreprises pour le compte de l'année 2022. Tout se déroule en mode webinaire. L'objectif de cette vidéoconférence est d'informer les entrepreneurs et dirigeants des PME sur les nouvelles mesures contenues dans la loi de finances 2022. Cette loi de finances est entrée en vigueur depuis le début de cette année et elle impacte les activités des entreprises, notamment les PME-PMI. Donc il était de bon temps que les opérateurs économiques soient au courant de cette loi des finances, notamment les nouvelles dispositions, pour d'abord leur permettre de s'y conformer et ensuite voir les opportunités qui sont contenues dans la loi pour pouvoir en tirer profit. Les modules de ce séminaire en ligne présenté par Coco de Souza, conseiller fiscal, étaient axés sur 2 points. Nous avons entretenu ces opérateurs sur les conséquences du changement de certaines dispositions contenues dans la loi de finances 2022, du fait de la rétrospectivité sur cette loi de finances sur certaines dispositions concernant l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Voilà en gros ce que nous avons partagé avec ces opérateurs économiques. Ce webinaire sur les opportunités offertes par la loi de finances 2022 a duré 3 heures. Pour approfondir les connaissances, des training days seront organisés en ligne. La directrice générale de l'ANPGF invite les entrepreneurs à s'inscrire massivement pour tirer profit de ces opportunités. La crise liée à la Covid-19 a causé un premier report de la revue du plan sectoriel de l'éducation, revue qui s'est finalement ouverte ce mercredi à Lomé. 3 jours pour que les 4 ministères impliqués passent au crible le secteur éducatif de fond en comble pour in fine garantir une éducation de qualité au Togo. Dodo Wari pour des précisions. La version revisée du plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 n'a pas pu être réactualisée ces 2 dernières années et donc ne répond plus aux exigences actuelles du système éducatif togolais. Les ministères de l'éducation ont dû parfois improviser ces 24 derniers mois des actions urgentes pour sauver les activités pédagogiques et garantir l'accès équitable à tous à une éducation de qualité en pleine pandémie. C'est l'heure de rendre compte. Qu'est-ce qui a été fait des financements octroyés? Qu'en est-il des indicateurs? Quel bilan dans la riposte à la pandémie au Covid-19 dans le secteur de l'éducation? Toutes les initiatives qui ont été prises pour assurer la continuité des apprentissages durant la fermeture des écoles. Ensuite, les initiatives qui ont été prises pour la réouverture des écoles, pour l'organisation des examens et puis pour la reprise de l'année scolaire qui a suivi 2020-2021. Toutes ces initiatives vont être analysées. Les fonds qui ont été mobilisés, utilisés, nous allons également faire le bilan de ces fonds-là. Ensuite, nous allons regarder les axes habituels du plan sectoriel. L'axe accès, l'axe équité, l'axe qualité, l'axe gouvernance, voir l'impact de la pandémie sur les indicateurs, tirer les leçons et puis prendre des recommandations pour la poursuite de la mise en œuvre du plan sectoriel. Des innovations et réformes dans l'éducation, le Togo en a fait et ses partenaires ne cachent pas leur appréciation. Des partenaires toujours prêts à accompagner le plan sectoriel de l'éducation du Togo conformément à la feuille de route 2025. Le défi prioritaire auquel nous faisons face et qui est tout à fait en phase avec
la priorité accordée à l'éducation dans le cadre de la feuille de route gouvernementale et celle donc d'une éducation de qualité. Mais nous ne devons pas oublier la question de la scolarisation des filles, les violences faites aux apprenants en milieu scolaire et l'assurance d'un environnement sûr et de qualité, surtout en cette période de pandémie Covid-19. Et le gouvernement qui n'hésite pas à investir de gros sous dans le secteur. Des fonds désormais orientés vers des axes prioritaires, le digital en particulier. Le gouvernement togolais a conséquemment mis à la disposition du secteur de l'éducation en 2020 un budget de plus de 175 milliards de francs CFA, dont 120 milliards pour l'enseignement primaire et secondaire, 11 milliards au profit de l'enseignement technique et de l'artisanat, 42 milliards pour l'enseignement supérieur et la recherche et 177 millions de francs CFA pour le compte de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le digital en particulier connaîtra des évolutions majeures au cours de cette année 2022 par le développement de systèmes autonomes du ministère, notamment sur la gestion de la vie scolaire des apprenants et apprenantes via une plateforme d'identification unique, la publication sécurisée en ligne des résultats des différents examens et concours et la mise en place d'une plateforme éducative nationale. Autre chantier en cours, la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, la mise à la disposition du système éducatif des ressources humaines qualifiées et des curricula adaptés. La 8e révision du plan sectoriel de l'éducation sera dense. Les attentes sont d'autant plus grandes au niveau du gouvernement que des acteurs de l'éducation. Lomé est la capitale du Conseil de l'Entente depuis quelques jours déjà. Et ce mercredi, les ministres des 5 pays de l'Union étaient en réunion pour un bilan des 10 ans d'activité du Conseil de l'Entente. Le compte rendu avec Marie-Ange Pida. Les experts ont fini. Les ministres prennent le relais. 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente. Une rencontre sous un dynamisme nouveau. En 2012, l'institution sous-régionale met le cap sur la relance de cette activité. En 10 ans, que de chemin parcouru. Au niveau de la coopération politique, le Conseil d'entente participe désormais à l'observation des élections. Nous avons aussi recommandé aux États de prendre à leur compte les bonnes pratiques. C'est la décentralisation et l'ouverture de l'espace médiatique dans les différents États. Au niveau du développement, le Conseil de l'Entente a travaillé, faisant des forages pour les populations, en électrifiant des villages par énergie solaire, en construisant des écoles et aussi des centres de santé. Les signaux sont au vert, voies balisées pour relever d'autres défis. Le Conseil de l'Entente signe son retour. Nous est permis une fois encore de faire le point sur nos actions et adresser des recommandations pour la relance de certains de nos projets phares, tels que le programme immobilier, le programme d'électrification à base de sources d'énergie renouvelables, la tour entente d'Abidjan ou encore le mall de Niamey. Avec la crise sanitaire que nous traversons et ses conséquences sur les plans économiques et social, les idéaux et la vision du Conseil de l'Entente demeurent aujourd'hui plus que pertinents. Et il nous appartient d'en faire des instruments d'intégration performants et de résilience au service de l'épanouissement de chacune de nos populations. Intégration sous-régionale, coopération entre États, l'institution en fait son affaire. L'un des pionniers de ce souffle nouveau, Patrice Kwame, secrétaire exécutif sortant. Il reçoit la reconnaissance du Conseil des ministres. Il est remplacé par Marcel Amontano. Son mandat s'ouvre sur les recommandations de Lomé, notamment la construction de la tour entente à Abidjan, le projet du mall de Niamey et l'ouverture du conseil d'administration du CERFER au secteur privé.
Santé à présent, l'eau c'est la vie, dit-on. Mais de nos jours, le réflexe, lorsqu'on a une petite soif, c'est de prendre une bière, un jus de fruits ou une boisson gazeuse. Et on oublie de boire de l'eau. Ce soir, Chazen Nambaga nous rappelle l'importance de s'hydrater. Quoi de plus normal qu'une bonne gorgée d'eau pour étancher sa soif? L'eau, c'est la vie, dit-on, et à juste titre. La consommation d'eau est capitale pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est l'eau qui permet le transport des nutriments vers nos différents organes, vers les cellules. C'est l'eau aussi qui permet de maintenir notre température constante. C'est l'eau aussi qui nous permet d'éliminer les déchets qui sont dans notre organisme. Sans l'eau, ces différentes fonctions ne sont pas assurées et c'est la mort. En effet, 60% du corps humain est constitué d'eau. Une partie de cette eau est éliminée par la transpiration, la production d'urine ou par la respiration. Si cette eau n'est pas remplacée rapidement, c'est la déshydratation assurée avec risque de décès chez les enfants et les personnes âgées. La quantité d'eau dont l'organisme a besoin, ça varie selon le sexe. Donc, c'est environ 1,5 litres chez une personne adulte de sexe féminin et 2 litres chez une personne adulte de sexe masculin. Sans compter l'eau qui se trouve dans les aliments. Une personne qui pratique une activité sportive intense doit boire plus d'eau. Il faut donc boire régulièrement pour réhydrater l'organisme. Cependant, certains moments clés de la journée sont à privilégier. Ce qui est conseillé, c'est de prendre un verre d'eau au réveil. Pourquoi? Parce que au réveil, l'organisme est plus ou moins déshydraté. L'organisme a produit beaucoup de déchets. Donc, il faut boire de l'eau le matin pour hydrater l'organisme et pour éliminer les déchets que nous avons produits durant le sommeil. Avant midi, il est conseillé aussi de boire 1 à 2 verres d'eau. À midi, il est conseillé aussi de boire de l'eau. Dans l'après-midi aussi, il est conseillé aussi de boire de l'eau. Et quand nous rentrons le soir à la maison aussi, il est conseillé aussi de boire de l'eau. Avant de se coucher aussi, il est conseillé de boire. Donc ça fait exactement 6 moments qu'il faut boire de l'eau. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Quand on a soif, c'est un signe de déshydratation, c'est un signe que l'organisme est déshydraté. Boire beaucoup d'eau, oui, mais il est conseillé de ne pas en abuser. La nuit, un excès de consommation d'eau peut perturber le sommeil avec des envies pressantes et répétées de pipi. Une surconsommation d'eau peut dérégler la concentration normale en sodium dans l'organisme et entraîner des gonflements cellulaires, des maux de tête et la mort. Il est aussi recommandé de ne pas remplacer l'eau par d'autres boissons pour étancher sa soif. C'est-à-dire quelle soit la quantité d'eau que vous buvez, c'est 0 calories. Maintenant, si vous buvez l'alcool, 1 gramme d'alcool, ça fait 7 calories, avec risque de surpoids ou bien d'obésité. On sait que l'alcool aussi, ça agit sur le système nerveux, avec les conséquences à court et à long terme. L'eau n'a pas ce problème-là. Les boissons sucrées, on les appelle des calories vides. C'est des boissons qui donnent seulement de l'énergie, mais qui ne donnent pas de nutriments, d'éléments nutritifs pour l'organisme. Et l'inconvénient de ces boissons sucrées, c'est-à-dire quand vous les prenez, le taux de glucose augmente rapidement dans l'organisme. Donc ceux qui boivent les boissons sucrées là, à la longue, c'est le surpoids et l'obésité. Certaines boissons gazeuses sont riches en sodium. Donc si vous êtes hypertendu et vous êtes habitué aux boissons gazeuses qui sont riches en sodium, vous voyez que c'est difficile de contrôler votre chiffre tensionnel. La consommation d'eau permet de prévenir et de lutter contre certaines maladies. En cas d'infection urinaire, l'eau permet d'éliminer les agents pathogènes. En cas de fièvre, il est recommandé de boire surtout chez les enfants. En cas de constipation ou de calcul urinaire, il est recommandé de boire beaucoup d'eau. Merci Chazen Nambaga de nous avoir encore une fois redonné l'envie de boire de l'eau. Et boire de l'eau pour une bonne santé et se vacciner et respecter les mesures barrières pour éviter la Covid-19. Le coordonnateur de la riposte nationale l'a encore martelé cet après-midi à la rencontre avec la presse à l'heure où le taux de contamination et la mortalité ne cessent de croître. Le compte rendu avec Clarisse Atticle. Actuellement, au CHR Lomé Commune,
32 cas de Covid-19 sont hospitalisés, dont 2 cas critiques et 14 en réanimation. Sur la période du 5 au 11 janvier 2022, le compteur des contaminations affiche 2591 cas et 4 décès. Selon la Coordination nationale de la gestion de la riposte, il y a une stabilité. Nous avons noté 2591 cas contre environ 3000 la semaine dernière et 2014 la semaine d'avant. Donc là-bas, nous pensons que les choses se stabilisent, mais on espère que ça baisse. Plus le nombre de cas augmente, plus ça risque de toucher les personnes vulnérables qui peuvent développer la forme grave de la maladie et décéder. Les préfectures de Tchaoudjo, Kloto, Lac, qui présentaient des cas de contamination en hausse, se sont également normalisées, tout comme les clusters identifiés au niveau de certaines sociétés, en l'occurrence la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Pour la coordination, il faut miser beaucoup plus sur la vaccination. Plus de 2 millions de doses de vaccins sont encore disponibles et l'immunité collective ne sera atteinte que si 60 à 70% de Togolais sont totalement vaccinés. Le nombre total de ceux qui ont eu leur première dose, tous vaccins confondus, tourne autour de 1 403 418, environ 35%. Pour ceux qui ont eu leur deuxième dose, ils sont autour de 1 47 335, soit un pourcentage de 26% de l'objectif. Nous appelons ceux qui ne sont pas encore vaccinés d'aller se faire vacciner rapidement pour qu'on puisse reprendre les activités. La troisième dose ou la dose de rappel est également disponible dans les centres de vaccination. 10 000 personnes en ont déjà reçu. Elle se fera dans un intervalle de 6 mois pour tous les vaccins, à l'exception de Johnson & Johnson, qui se fera en 2 mois. Et à ce jour du mercredi 12 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 35 097. 439 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 27 868. 316 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 6 969 et le nombre de décès est passé à 260. De nouveaux décès ont malheureusement été enregistrés depuis hier et c'est un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. Et c'est le non-respect des mesures barrières, justement, qui met le Premier ministre britannique sous le feu des critiques depuis quelques jours. Boris Johnson est accusé d'avoir participé à une fête avec 40 personnes alors que le pays était durement confiné. Il reconnaît les faits et présente ses excuses. C'est l'un des rendez-vous les plus difficiles de son mandat. Dans une chambre des communes surchauffée, Boris Johnson fait son mea culpa. Monsieur le Président, je vous présente mes excuses. Je sais que des millions de personnes à travers ce pays ont fait des sacrifices extraordinaires au cours de ces 18 derniers mois. Et je comprends la rage qu'ils ressentent envers moi et envers le gouvernement que je dirige. Surtout quand ils comprennent qu'à Downing Street même, les règles ne sont pas correctement suivies par les personnes qui les édictent. Le 20 mai 2020, en pleine vague de Covid, le chef du gouvernement reconnaît avoir participé à une fête dans les jardins de sa résidence officielle. Une centaine d'invités conviés alors qu'à l'époque, seules 2 personnes étaient autorisées à se retrouver en extérieur. Le Premier ministre assure avoir vu dans cet événement une réunion de travail. Une défense qui ne convainc pas du côté de l'opposition. Sa défense selon laquelle il n'avait pas réalisé qu'il était à une fête est tellement ridicule qu'elle en est insultante pour les Britanniques. Aura-t-il maintenant la décence de démissionner ? Les indépendantistes écossais et les libéraux démocrates réclament eux aussi le départ du Premier ministre. Boris Johnson s'en remet lui à l'enquête interne menée à son sujet. Cette crise autour du respect des règles sanitaires apparaît comme la plus grave pour Boris Johnson. Elle est pourtant loin d'être la première.
Entre mai et décembre 2020, une dizaine de fêtes relayées par la presse ont été organisées autour du Premier ministre. Sur le continent, la décision des pays de la CEDEAO de fermer leurs frontières avec le Mali a déjà des répercussions sur la vie des populations. Des dizaines de voyageurs étrangers présents en terre malienne se retrouvent bloqués dans les gares routières. La gare routière de Bamako est étrangement calme et déserte. La décision des pays d'Afrique de l'Ouest de fermer leurs frontières avec le Mali a eu une incidence immédiate sur les transports routiers internationaux. Africa Tour Trans, l'une des principales compagnies de bus qui relient les pays voisins, a vu son trafic mis complètement à l'arrêt. Tous les voyages qui étaient déjà programmés chez nous ont été déjà annulés pour la semaine. Donc on reste derrière notre gouvernement à ce qu'on sache jusqu'à ce que d'autres nouvelles nous parviennent de leur part. L'inquiétude est forte également parmi les voyageurs étrangers qui se retrouvent pour la plupart bloqués dans la capitale malienne et dépourvus de toute assistance. Il n'y a pas eu de bus aujourd'hui, déplore cette passagère. On est coincés car toutes les frontières ont été fermées. J'espère que la situation va évoluer et qu'ils vont finir par rouvrir les frontières. On ne peut même pas se laver, déplore de son côté ce touriste nigérian. On n'a nulle part où aller, pas d'argent pour manger. Je demande au gouvernement de prendre notre cas en considération et de nous aider à passer la frontière. Dimanche, la CEDEAO a fermé jusqu'à nouvel ordre les frontières avec le Mali et imposé un embargo commercial au pays en raison du non-respect de la promesse des militaires de rétablir rapidement la démocratie et d'organiser des élections fin février. Et en bref, ce mercredi, une voiture piégée a provoqué une violente explosion à l'aéroport de Mogadiscio. Bilan, plusieurs personnes tuées, des dizaines de blessés. Un attentat suicide revendiqué par les djihadistes Chebab qui ont décidé de cibler désormais les délégations étrangères en Somalie. Et puis au Burkina Faso, c'est le parquet militaire qui annonce avoir arrêté hier 8 soldats soupçonnés de déstabilisation des institutions de la République. L'on citerait le nom du lieutenant-colonel Emmanuel Zougrana, qui serait à la tête de ce groupe qui préparerait un coup d'État militaire dans le pays. Depuis et retour en page nationale, donc depuis novembre 2021, le groupe Togocom a lancé la promotion de son produit Timoni avec une réduction sur toutes les opérations de transactions mobiles. Et dans le même élan, les points de vente qui se sont illustrés durant cette période promotionnelle viennent d'être récompensés avec des prix allant de 100 000 francs à une moto d'une valeur de plus de 500 000 francs CFA. Et dans la région des Savanes, ce sont 10 points de vente Timoni qui ont été récompensé. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. Le leader de la téléphonie mobile récompense les meilleurs points de vente du produit Timoni. À travers leur force de vente, 10 heureux gagnants dans la région des Savanes sont repartis avec des lots. Le super lot, une moto d'une valeur de 550 000 francs CFA, est décroché par Essosimna Domti, responsable d'un point de vente Timoni à Gando dans la préfecture de Loti Sud. Avec la promotion, je n'ai pas baissé les bras. J'ai toujours continué à bosser fort, dur. J'ai toujours mis la pression sur le point de vente. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Je suis très content par rapport à ça. Je ne vais pas baisser les bras. Je vais toujours continuer à pistonner, à ce qu'on gagne de plus que ça. D'abord, je remercie les clients fidèles qui passent souvent chez moi, qui ont eu confiance en moi. Et disons tous mes amis, tous ceux qui ont cessé de faire Timoni par rapport aux baisses des commissions, de se mettre à le faire. Puisque un vaut mieux que zéro. Cette campagne de récompense a également permis de détecter 3 gagnants de 300 000 francs CFA, 3 gagnants de 200 000 francs CFA et 3 gagnants de 100 000 francs CFA. Toutefois, je n'ai pas pensé à quelque chose, mais ça va beaucoup m'aider aussi à améliorer quelque chose dans mes activités. Aussi aux responsables qui sont à nos écoutes dans les appels, quand il y a un petit problème, toujours ils sont gentils, joviaux, ils reviennent vers nous, nous leur disons merci beaucoup.
Merci pour Timoni, merci pour le cadeau. Et c'est depuis le 22 novembre 2021 que le réseau numéro 1 a considérablement réduit les frais des différentes transactions mobile money dans un élan de solidarité durant les périodes de fête de fin d'année. Une période de crise sanitaire un peu partout dans le monde, période de cherté de la vie. Vous avez vu tout ce que le gouvernement togolais a fait. Et donc, c'est normal que Togocom puisse également emboîter les pas, puisse comprendre la population à qui nous offrons nos services. Donc on est à l'écoute de la population, c'est ce qui nous a amené à lancer cette réduction de tout ce qu'il y a comme transaction Timoni, donc cette réduction des frais de retrait à l'endroit de la population. Après l'étape des savanes, les autres régions du Togo sont concernées par cette tournée de récompense des points de vente Timoni. Mais pour l'heure, la réduction sur les frais de transaction se poursuit jusqu'au 31 janvier 2022. Et puis les échos de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette 4e journée ouverte par le match Mali-Tunisie. Une première compétition qui aura été marquée par le coup de sifflet final trop tôt de l'arbitre zambien qui a suscité la colère des aigles tunisiens. Le score final, Mali 1, Tunisie 0. Dans le second match, les Scorpions de la Gambie ont battu la Mauritanie par un score similaire de 1-0. Et ce soir, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne la Guinée équatoriale par le score de la journée, c'est-à-dire 1-0. Rendez-vous donc demain à 16h en direct sur la télévision togolaise pour le match Cameroun-Éthiopie. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.